Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Big Foo, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur, et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée, avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace. Mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées.
L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante composé d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé, en examinant de minuscules... Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisses couches de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaures. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé Cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du Nord. En 2013, un jeune alpiniste escaladait l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'émeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités. On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des 2 vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 $ et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésor. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte.
Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours. Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé. Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, 2 randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Ötzi. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant, car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Ötzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Ötzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui. Ötzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silene stenophila, qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celles-ci. Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon. En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle Nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island 2 jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth laineux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka, du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du Yuka. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths laineux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat, à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gamburtseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous 1 km de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 km. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel.
Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans. On pense que Sacha a dû être figée dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pello, dans le nord de l'Italie, ont commencé à fondre. Des artefacts datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés, comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle Nord. L'équipage se déplaçait sur 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, baptisés de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les 2 navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps. Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblaient être en bon état. Le HMS Erebus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire, lui, n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée. Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits. Pensez au lac Enigma. Quel nom bien choisi! Il est déjà assez étrange, puisqu'il ne devrait même pas exister. Et pourtant, on vient d'y découvrir de la vie, loin sous la glace. Et cela pourrait même aider la NASA dans sa recherche de vie dans l'espace. Le lac se cache au cœur glacé de l'Antarctique. Ce n'est donc pas un bassin d'eau comme ceux qu'on connaît, mais plutôt un bloc de glace en forme de lac. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Récemment, des scientifiques italiens ont percé un secret enfoui depuis des âges. Une véritable étendue d'eau. Et dans cette eau, la vie foisonne. On y trouve divers micro-organismes, et même de petits prédateurs étranges, ce qui est incroyable quand on sait qu'Enigma se situe dans une région reculée et impitoyable de notre planète, la Terre de Victoria du Nord, en Antarctique. Tout le pôle sud est glacial, mais là, oula, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 41 degrés Fahrenheit. En moyenne, on tourne autour de 7. Beuh, ça pique! Comme on l'a dit, ce lac ne devrait même pas être là. L'Antarctique est techniquement le plus grand désert de la Terre. Même s'il est couvert de neige, car il y fait extrêmement sec. Il n'y pleut pas, il neige très peu et le soleil évapore à peine quoi que ce soit. Et même quand il y a de l'eau, les vents furieux assèchent tout en un rien de temps. En y réfléchissant, ce lac devrait perdre l'incroyable volume de 7 millions de pieds cubes d'eau chaque année. Pourtant, l'eau reste là. Pourquoi? Eh bien, personne ne le sait. Les scientifiques pensent qu'il existe peut-être, en profondeur, une source qui l'alimente sans cesse. Mais ils ignorent totalement laquelle. Des rivières souterraines, de la glace qui fond, ou toute autre chose. D'où son nom, le lac Enigma. Le bloc de glace dont on parlait est permanent et incroyablement épais. Au moins 36 pieds, soit plus haut qu'un immeuble de 3 étages. Les chercheurs ont donc voulu voir ce qu'il y avait dessous. Ils ont utilisé ce qu'on appelle un géoradar, une sorte d'écho-sondeur ultra intelligent pour le terrain. Ce radar envoie des ondes radio invisibles dans le sol. Quand elles heurtent quelque chose sous terre, comme de la roche, de l'eau ou autre, elles reviennent vers l'appareil. En mesurant le temps de retour du signal et sa puissance,
On peut déterminer la distance et ce qu'il a touché. C'est ainsi que les chauves-souris, les baleines et les dauphins voient sous l'eau. Et nous avons repris cette idée de la nature pour explorer des structures enfouies et des grottes cachées. Les scientifiques ont utilisé cet appareil sur toute la surface d'Enigma. Ils ont ainsi pu dresser une carte complète du monde enfoui sous la glace. Ce n'est pas l'eau elle-même qui les a surpris, mais l'écosystème unique qu'elle abrite. Malheureusement, pas de monstres secrets, ni de secrets extraterrestres cette fois. En revanche, on y trouve des micro-organismes qui n'existent peut-être nulle part ailleurs sur Terre. Ces créatures ont réussi à survivre dans un isolement total et un froid extrême. Ce n'est pas que ces micro-organismes nous soient inconnus. On les a déjà rencontrés, mais pas sous cette forme. Plusieurs groupes vivent là-dessous. Le premier groupe, ce sont les Bacteroidota. Ils adorent décomposer les molécules complexes, notamment dans notre estomac, et aident à digérer les fibres végétales coriaces. On les trouve surtout chez nous, mais aussi parfois dans les sols et les océans. Viennent ensuite les Actinobacteriota, de vrais chimistes de génie parmi les bactéries. Ils décomposent la matière organique, améliorent les sols et sont célèbres pour produire des antibiotiques. Une bonne partie de nos médicaments leur doit beaucoup. Le troisième groupe, ce sont les Pseudomonadota. Eux, ce n'était pas une surprise. Ils s'adaptent à tout, le sol, l'eau, le corps humain. Certains sont utiles, en aidant les plantes à pousser et les nutriments à circuler. Mais d'autres peuvent devenir des pathogènes opportunistes. Oula, les méchants! Mais la vraie surprise, c'est que le lac Enigma abrite énormément de Pathecibacteria, des bactéries ultra petites. Minuscules même pour des micro-organismes. Elles peuvent à peine fonctionner seules. Elles vivent donc souvent en symbiose ou en petits parasites, dépendantes de leurs hôtes pour les nutriments et le reste. Tous ces minuscules organismes sont peut-être très anciens. Ils pourraient remonter à l'époque où le lac n'était pas encore totalement gelé, il y a des centaines de milliers d'années. Ce qui est vraiment étrange, c'est de trouver ces bactéries dans le lac Enigma, surtout ces petits parasites. Les Pathecibacteria préfèrent d'ordinaire les milieux pauvres en oxygène, alors que ce lac en est très riche, sans même parler des presque 40 pieds de glace au-dessus. Tout cela veut dire que, même si on connaît ce groupe, ces lignées précises pourraient nous être nouvelles. Elles ont peut-être développé des adaptations et des capacités uniques grâce à la chimie inhabituelle du lac. Elles dépendent probablement d'un réseau alimentaire très simple et très fragile. Certains de ces micro-organismes tirent leur énergie de la lumière, enfin, de la faible lumière qui arrive jusque-là, ou des composés chimiques du lac. Ceux qui vivent en symbiose survivent probablement sur leurs voisins ou à l'intérieur d'eux. Oui, ces créatures microscopiques se chassent entre elles. Même dans un endroit pareil, impossible que tout soit paisible. Si l'on découvre leurs secrets de survie, on pourrait en apprendre davantage sur la chimie, la médecine et même sur la vie extraterrestre. Parce que si la vie peut tenir dans des conditions aussi extrêmes, alors elle peut sans doute apparaître presque n'importe où. Y compris chez nos voisines les plus proches, Europe et Encelade, les lunes de Jupiter et de Saturne. Elles cachent bel et bien des océans sous leur surface gelée. Et il y a maintenant de fortes chances qu'une forme de vie s'y trouve. L'Antarctique est peut-être ce qui se rapproche le plus d'une exploration extraterrestre, avant même qu'on atterrisse sur d'autres planètes. Le continent regorge de mystères cachés et de créatures surprenantes. Même loin du lac Enigma, le pôle Sud abrite la vie. Prenez les vallées sèches de McMurdo, souvent surnommées le Mars terrestre. Elles comptent parmi les endroits les plus mystérieux et les plus extrêmes de notre planète. Elles s'étendent dans la terre de Victoria, en Antarctique. Et c'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Ce n'est pas très surprenant vu leur nom. Étonnamment, contrairement au reste du pôle Sud, cette région est presque entièrement dépourvue de neige et de glace. Juste un sol immensément froid. On y trouve même parfois quelques dunes de sable, nichées entre les montagnes abruptes. Le sol est surtout couvert de graviers meubles et parsemé de roches anciennes faites de granit et d'une roche intéressante appelée gneiss. C'est le genre de roche qui en a vraiment vu de toutes les couleurs. En général, le gneiss naît lorsque du granit ou des roches sédimentaires subissent pendant un long moment une pression énorme ou une chaleur extrême. Un processus qu'on appelle le métamorphisme.
Ces conditions sont si intenses qu'elles réorganisent littéralement les minéraux en couches. C'est pour ça que le gneiss présente ces superbes bandes feuilletées. En gros, c'est la version terrestre d'un gâteau à étages. Ce qui est fascinant, c'est que cet endroit est presque exactement resté comme il était il y a des millions d'années. Ces vallées sont comme figées dans le temps, et elles nous offrent un aperçu du passé lointain de la Terre. Et ça vaut aussi pour la vie. Là encore, les vents locaux sont terrifiants. Des rafales d'air froid qui dévalent les pentes et font s'évaporer la neige plus vite qu'elle ne peut fondre. Logiquement, on ne devrait donc presque pas trouver d'eau ici, et encore moins de la vie. Et pourtant, on peut encore tomber sur des lacs gelés et des bassins salés dans ces vallées sèches. La vie locale défie toute logique et bouscule notre compréhension de la biologie. Elle existe même à l'intérieur des roches. Des micro-organismes se cachent dans de petites fissures et crevasses légèrement humides. Au plus profond, on trouve des bactéries endolytiques. Elles sont incroyablement tranquilles. Au lieu de se déplacer comme d'autres micro-organismes, elles restent toujours à l'intérieur de leur petite maison de pierre. Comment survivent-elles? Grâce à la photosynthèse. Comme les plantes, elles exploitent les minuscules traces de lumière qui pénètrent dans les fissures. Un peu comme de petits panneaux solaires pour tirer leur énergie du soleil. Ailleurs, sous le glacier Taylor, vivent aussi des bactéries qui n'ont littéralement besoin de rien. Ni confort, ni soleil, ni même oxygène. Elles se nourrissent de roches poussiéreuses et de soufre pour alimenter leur étrange métabolisme. En décomposant le soufre et le fer, elles produisent l'énergie nécessaire à leur survie. Elles peuvent ainsi vivre dans les profondeurs à des températures négatives, totalement couplées de la lumière du soleil, de l'oxygène et du reste du monde. Cet endroit est fascinant, autant pour la vie qu'il abrite que pour l'absence de vie. Dans certaines zones des vallées, comme University Valley, oui, c'est bien son nom, le pergélisol est si rude qu'on n'y a trouvé aucun microbe. C'est peut-être l'un des seuls endroits sur Terre où la vie semble totalement absente, et l'idée fait plutôt froid dans le dos. Bref, les scientifiques veulent maintenant en apprendre davantage sur le lac Enigma et forer cet environnement semblable à Mars pour une raison bien précise, comprendre comment, à l'avenir, nous pourrions prélever des échantillons sur Mars. Le monstre du Loch Ness ne vient en réalité pas d'Écosse. Il s'avère que cette créature réelle vivait dans les eaux glaciales de l'Antarctique il y a environ 70 millions d'années. En 2019, des chercheurs ont découvert des fossiles d'un énorme reptile marin préhistorique qui ressemble énormément à la bête que les gens ont fini par surnommer Nessie. Cet animal était terrifiant, mesurait jusqu'à 11 mètres de long et avait un cou immense semblable à celui d'une girafe. Et il pesait environ 15 tonnes, ce qui équivaut au poids de 3 éléphants. Poursuivons notre liste d'animaux gigantesques avec un pingouin. Je sais, les pingouins n'ont pas vraiment la réputation d'être grands, mais des scientifiques viennent de découvrir ce qu'ils pensent être le plus grand pingouin ayant jamais vécu, le Kumimanu Fordisei. On pense que ces oiseaux géants erraient près de la Nouvelle-Zélande il y a environ 55 millions d'années et qu'ils étaient énormes, pesant plus de 150 kilos. Cela représente environ 5 fois la taille des manchots empereurs, que l'on considère aujourd'hui comme les plus grands parmi cette famille d'oiseaux. Passons maintenant des plus gros aux plus petits. Voici B. Manfred Schmidti, un grand singe ayant vécu il y a environ 12 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. Cette créature est très spéciale, car c'est le plus petit grand singe jamais découvert. Et quand je dis petit, je veux vraiment petit. Cet ancien animal ne pesait pas plus de 10 kilos, à peu près la taille d'un chat très bien nourri. Si vous pensez que les petites créatures ne sont pas effrayantes, attendez de voir cette tarentule bleue électrique. Cette nouvelle espèce découverte dans les mangroves de Thaïlande a vraiment l'air d'arriver d'une autre planète. Sa teinte éclatante ne provient pas d'un pigment. Elle a en réalité pour cause la structure unique de ses poils, qui reflète la lumière bleue et lui donne cette apparence d'extraterrestre. Plongeons encore plus loin à présent dans les profondeurs glaciales et noires comme la Poix. À environ 610 mètres de profondeur dans la mer d'Andaman, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de requin fantôme, qu'ils ont nommé Chimaera supapae. Il a l'air tout droit sorti d'un film d'horreur. Un corps lisse et pâle, des nageoires qui semblent serties de plumes et de grands yeux effrayants. Ces requins fantômes ne sont en réalité pas des requins. Ils y sont seulement apparentés, s'étant séparés de leurs cousins il y a environ 400 millions d'années.
La bonne nouvelle, c'est qu'il ne dépasse qu'à peine la taille d'une boîte à chaussures. Vous vous disiez peut-être qu'on avait fait le tour des créatures étranges? Eh bien voici un ancien amphibien du Brésil, scientifiquement connu sous le nom de Carosei. Cette créature géante nouvellement découverte, qui ressemble à un crocodile, vivait pendant la période du Trias, il y a donc plus de 240 millions d'années. Mesurant près de 3 mètres de long, elle possédait une mâchoire puissante, semblable à celle de l'alligator moderne. Cette bête était une vraie survivante. Elle s'était adaptée aux conditions les plus extrêmes que la planète ait jamais connues. L'année dernière, des scientifiques observaient la dense forêt amazonienne de nuit lorsqu'ils sont tombés sur de curieuses araignées oranges qui avaient l'air d'être chaussées de bottes noires. L'équipe a rapidement compris qu'il s'agissait d'un nouveau type d'araignée crabe, mais non, elles ne ressemblent pas du tout à des crabes. Elles ont simplement reçu ce nom parce que, perchées sur des plantes, ces araignées étendent leurs pattes latéralement, comme des crabes. Saviez-vous que certaines nouvelles espèces portent le nom de célébrités? Par exemple, l'icône hollywoodienne Harrison Ford a maintenant son propre serpent. Découverte au Pérou, l'espèce T. harrisonfordi rend hommage à l'acteur célèbre pour son rôle d'Indiana Jones, un archéologue connu pour sa peur notoire des serpents. Mais contrairement aux vilains serpents des films en question, cette nouvelle espèce est assez modeste en taille, mesurant environ 40 cm de long. Nous avons également le Rhampholeon princeai, une petite, nouvelle espèce de caméléon pygmée originaire de Tanzanie, qui a été nommé en l'honneur du rappeur et poète américain Prince Ea. Il a reçu cet honneur en raison de son travail de sensibilisation aux enjeux environnementaux mondiaux. Un autre homonyme célèbre est un serpent mangeur d'escargots que l'on trouve dans la végétation des forêts du Panama. S. Irmeline DiCaprioae, hommage à notre Léo préféré, mesure environ 38 cm de long et passe ses nuits sur les feuilles de palmier à la recherche d'escargots et de limaces. Ses yeux ronds ressemblent à des braises incandescentes et peuvent être un peu effrayants, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une créature tranquille. Même lorsqu'elle se sent menacée, elle ne mord pas. Elle s'enroule simplement sur elle-même et dégage une très mauvaise odeur. Maintenant, quelque chose d'un peu plus sinistre. Venomius Tom Hardy. Ce nom vous dit-il quelque chose? Eh oui. Cette nouvelle espèce d'araignée a été nommée en l'honneur de l'interprétation par Tom Hardy du célèbre personnage de Marvel, Venom. La raison? Les taches noires présentes sur l'abdomen de l'araignée rappelaient aux chercheurs le célèbre anti-héros. La plupart des araignées de cette espèce ont été trouvées en Australie, la nuit, assises sur des toiles complexes dans des zones forestières près de la côte. Lorsqu'on les dérange, ces bestioles effrayantes se cachent souvent dans des creux tapissés de soie de branches d'arbres. Nous avons également quelque chose pour les fans du Seigneur des Anneaux. Dans les eaux vastes et chaudes du fleuve Amazon, des scientifiques viennent de découvrir une nouvelle espèce de pacu. Ce poisson est un parent du terrifiant piranha, avec un régime alimentaire à base de plantes et des dents semblables à celles des humains. Il a été nommé Myloplus sauron, en raison d'une audacieuse marque noire verticale sur le flanc qui rappelait aux chercheurs le symbole de l'œil flamboyant du méchant Sauron de la saga épique de Tolkien. Attendez, est-ce un capybara bronzé ou un chien sauvage? Eh bien, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'un cerf nain nouvellement découvert. Cette minuscule créature, à peu près de la taille d'un basset hound, se faufile à travers les forêts du Pérou. Ses grands yeux, son corps trapu et ses pattes courtes rendent cet animal tout simplement adorable. Ce joli petit cerf est le parfait opposé de ce que nous allons voir à présent. Cette créature d'apparence bizarre ressemble un peu à la bête aux 5 dents. Ces fossiles, découverts en Patagonie chilienne, ont montré qu'elle vivait à l'époque des dinosaures, il y a environ 72 millions d'années. Cette découverte est une preuve supplémentaire que des mammifères parcouraient bien cette partie de l'Amérique du Sud, à cette époque. En passant des forêts d'Amérique du Sud au désert d'Australie, nous rencontrons un dragon des sables connu scientifiquement sous le nom de Ctenophorus chacalpa. Avec sa couleur et son corps long et élancé, ce lézard semble tout droit sorti du film Dune. Découvert l'année dernière, ce dragon des sables se fond parfaitement dans les paysages brûlants du grand désert Victoria, dans le sud de l'Australie. Pendant plus de 10 ans, une créature aux grands yeux a réussi à se cacher des scientifiques qui s'aventuraient dans les montagnes du sud-ouest de la Chine. Mais en 2023, le groupe a finalement réussi à prendre quelques photos de cette grenouille qui ne correspondait à aucune espèce connue. Elles sont maintenant connues sous le nom de grenouille odorante de Leishan, une espèce qui mesure environ 5 cm de long et présente de petites bosses sur son corps vert gazon.
Au large des côtes du Chili, nous avons récemment découvert un mont sous-marin presque 4 fois plus haut que le Burj Khalifa. Les montagnes sous-marines abritent généralement de magnifiques formes de vie, des jardins d'éponges et des coraux anciens. Mais ce mont sous-marin chilien cachait également un type rare de calmar doté de longs tentacules ressemblant à des nouilles, ce qui lui donne un peu l'apparence d'une assiette de spaghettis sous-marine. Avec ses tentacules, cette étrange créature peut mesurer jusqu'à 40 mètres de long. Récemment, des scientifiques plongeaient dans les eaux froides de la péninsule antarctique lorsqu'ils ont cru tomber sur un dragon à écailles ordinaires. Mais cette créature avait quelque chose d'inhabituel. Il s'est avéré que ce poisson avait 2 rayures verticales plus foncées le long de son corps élancé. C'est alors qu'ils ont réalisé qu'ils étaient en train de regarder une nouvelle espèce, l'Acarotaxis gouldae. Passons maintenant du très bizarre au super mignon. En 2017, des habitants faisaient bien de la plongée près de l'île de Kyum au Japon, lorsqu'ils ont découvert le Clavellina ossipandae. Cette étrangeté des abysses a rapidement conquis le cœur des gens grâce à son apparence. Ces taches noires ressemblent aux yeux et aux oreilles d'un panda, même s'il faut avoir beaucoup d'imagination. Cette créature filtre l'eau pour attraper sa nourriture et nous rappelle une nouvelle fois que l'océan regorge de merveilles. En 2011, des chercheurs chiliens ont mis au jour en Antarctique un fossile singulier, évoquant un ballon de football écrasé. Pendant près de 10 ans, ce spécimen est resté sans étiquette spécifique, posé sur une étagère du Musée national d'histoire naturelle du Chili. Dans le musée, on l'appelait « La Chose », un surnom inspiré de son apparence digne d'un film de science-fiction. Lorsqu'ils ont finalement pu analyser ce fossile énigmatique, les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'un œuf géant à coquille molle, vieux d'environ 66 millions d'années. Cet œuf mesure plus de 28 cm de long pour 18 cm de large. À titre de comparaison, un œuf de poule standard excède à peine 6 cm, tandis qu'un œuf d'autruche avoisine les 15. Ainsi, La Chose s'est vue attribuer le titre de plus grand œuf à coquille molle jamais découvert et de deuxième plus grand œuf animal connu à ce jour. Le seul œuf plus imposant était celui de l'oiseau-éléphant de Madagascar, une espèce disparue qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, soit 3 mètres. L'oiseau, bien sûr, pas l'œuf. Cet œuf, découvert en Antarctique, est également remarquable car il représente le premier œuf fossile mis au jour dans cette région du globe. La créature qui l'a pondu devait être un reptile marin gigantesque, tel que le mosasaure. Cette hypothèse étonne, car la plupart des scientifiques pensaient que ces animaux ne pondaient pas d'œufs. Cette découverte pourrait donc profondément modifier notre compréhension de ces créatures. Enfin, cet œuf est unique en raison de sa coquille fine et dépourvue de pores, un trait qui le distingue des œufs de dinosaures, typiques. Son apparence rappelle davantage celle des œufs de lézards ou de serpents, bien qu'ils proviennent d'un animal colossal apparenté à ces espèces. Aucun dinosaure ou reptile volant connu de cette époque et de cette région ne semble capable de pondre un œuf aussi énorme. Tout porte donc à croire qu'il s'agit bien d'un mosasaure, bien qu'il soit impossible d'en être totalement certain. Les scientifiques ont mené des recherches approfondies, étudiant 259 espèces de reptiles actuels, comme les lézards et les serpents, ainsi que leurs œufs. Grâce à ces analyses, ils ont estimé que la créature ayant pondu cet œuf devait mesurer au moins 7 mètres de long, sans inclure la queue, soit un monstre un peu plus grand qu'une girafe adulte. Durant la fin du Crétacé, il y a environ 105 à 66 millions d'années, cette région de l'Antarctique aurait pu servir de pouponnière. Des ossements de jeunes mosasaures et plésiosaures y ont été découverts, aux côtés de ceux d'individus adultes. En Norvège, des archéologues ont réalisé une découverte remarquable en retrouvant des dizaines de flèches, cachées dans la glace depuis près de 6000 ans. Ces flèches, révélées par la fonte d'une vaste plaque glaciaire dans les hautes montagnes, couvraient une superficie équivalente à 45 terrains de football. En 2014 et 2016, lorsque les étés ont été particulièrement chauds, les scientifiques ont exploré cette zone connue sous le nom de Langfon. Ils ont également découvert de nombreux ossements et bois de renne. Certaines flèches étaient intactes, tandis que d'autres étaient fragmentées. 5 pointes de flèches ont aussi été retrouvées autour de la zone en dégel. Ce site a révélé davantage de flèches que tout autre site glaciaire dans le monde. Parmi les 68 flèches identifiées, certaines remontaient à l'époque néolithique, tandis que les plus récentes dataient du XIVe siècle de notre ère. La glace agit comme une véritable machine à remonter le temps, conservant presque parfaitement ce qui s'y trouve. Langfon a acquis sa renommée comme l'un des premiers sites glaciaires jamais étudiés.
après qu'un randonneur y a découvert une chaussure en cuir vieille de 3300 ans, non loin du bord. Les scientifiques continuent d'analyser ces lieux pour comprendre leur utilisation par les humains et les changements subis par les plaques glaciaires, de la Norvège à l'Amérique du Nord, au fil des siècles. Il y a environ 32 000 ans, un écureuil a enterré des graines près d'une rivière en Sibérie. Cela évoque-t-il à d'autres des souvenirs de l'âge de glace? Ces graines appartenaient à une plante aux délicates fleurs blanches, la Silène Stenophylla. Des milliers d'années plus tard, une équipe de chercheurs a retrouvé ces graines profondément enfouies dans le sol gelé, à une profondeur équivalente à celle d'un immeuble de 12 étages. Les graines étaient enfouies dans la glace, entourées d'ossements d'animaux comme des mammouths, des bisons et des rhinocéros laineux. Les graines les plus matures avaient été abîmées, peut-être par l'écureuil lui-même, mais certaines graines plus jeunes conservaient encore des tissus viables. Les scientifiques les ont minutieusement extraites et placées dans de petits récipients pour favoriser leur croissance. Et maintenant, la partie la plus incroyable. Ils ont réussi à faire pousser ces plantes. Leurs fleurs présentaient des formes légèrement différentes de celles de la même espèce qui poussent aujourd'hui. Au bout d'un an, cette plante de l'ère glaciaire a même produit de nouvelles graines. Ces résultats ont conduit les chercheurs à suggérer que le permafrost pourrait servir de réservoir d'un ancien patrimoine génétique, où des espèces disparues pourraient être retrouvées et ramenées à la vie. Des chercheurs, à bord d'un brise-glace en Antarctique, étaient à la recherche de baleines lorsqu'ils ont fait une découverte beaucoup plus surprenante. Une caméra placée derrière le navire, pesant autant qu'une voiture, a capté l'image de 60 millions de nids de poissons des glaces, répartis sur le fond de la mer de Weddell. Les nids, espacés d'environ 25 cm dans toutes les directions, s'étendaient sur une superficie de 240 km², soit légèrement plus que la taille de Washington, D.C. La colonie possédait même une limite bien définie, visible comme une ligne tracée dans le sable. Les scientifiques exploraient cette région pour étudier un site océanique particulier où l'eau était légèrement plus chaude que celle environnante. Dans cette eau réchauffée, ils ont observé de minuscules organismes, appelés zooplanctons, près de la surface. Lorsqu'ils éclosent, les jeunes poissons des glaces nagent vers cette zone pour se nourrir de zooplancton avant de redescendre vers le fond marin pour grandir et, à leur tour, se reproduire. Avec une telle abondance de nourriture, leur présence dans cette eau plus chaude semblait logique. Cependant, personne ne s'attendait à découvrir un nombre aussi impressionnant de nids de poissons des glaces, bien plus que ce qui avait été observé jusque-là. L'Antarctic Heritage Trust de Nouvelle-Zélande a découvert d'anciens négatifs dans une cabane en Antarctique. Ces clichés se sont avérés être des images rares de l'expédition du groupe de la mer de Ross, une tentative célèbre mais infructueuse menée par Ernest Shackleton entre 1914 et 1917. Son ambition était d'être le premier à traverser l'Antarctique par voie terrestre, reliant la mer de Weddell à la mer de Ross en passant par le pôle Sud. Cependant, l'expédition a pris une tournure désastreuse lorsque leur navire, l'Aurora, a été perdu en mer. L'équipe a dû s'abriter dans la cabane d'un autre explorateur, le capitaine Robert Falcon Scott, qui avait lui aussi cherché à atteindre le pôle Sud en 1972, sans succès. Les négatifs, fabriqués en nitrate de cellulose, ont été retrouvés collés les uns aux autres dans une petite boîte. Le Trust a ramené les négatifs en Nouvelle-Zélande, où ils ont été soigneusement séparés, révélant 22 images jusque-là invisibles. Bien que de nombreuses photos aient été abîmées, certaines montraient des lieux reconnaissables autour du détroit de McMurdo, une région emblématique de l'Antarctique. L'identité du photographe reste toutefois un mystère. En décembre 2021, des chercheurs ont observé une marque inhabituelle sur la plateforme de glace de Larsen, une immense étendue glacée au large de la côte est de l'Antarctique. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'une rivière souterraine et ont foré à près de 500 mètres pour vérifier. Bien qu'ils se soient attendus à trouver de l'eau, ils ont été surpris de découvrir qu'elle abritait de minuscules créatures rapides, appelées amphipodes. Les chercheurs ont également constaté que cette rivière souterraine comportait des courants en couches, se déplaçant dans des directions inattendues et encore mal comprises. Une autre découverte étonnante a marqué leur étude. Le 20 décembre de la même Tu peux compter sur les gens qui arpentent Google Earth pour tomber sur les endroits les plus inattendus et les plus étranges au monde. Comme cette mystérieuse pyramide découverte en Antarctique, par exemple. Très vite, Internet s'est mis à foisonner de toutes sortes de théories concernant cette forme inhabituelle. Serait-ce le signe d'une forme de vie inconnue?
Cette pyramide est-elle vraiment naturelle ou bien est-elle artificielle? Pour commencer, ce n'est pas la première fois que l'on découvre une pyramide en Antarctique. La première a été observée par l'expédition antarctique britannique dans les années 1910 et a été gardée secrète pendant longtemps. Cette découverte passée sous silence n'a fait qu'ajouter au mystère. Une seconde structure de ce type a été découverte en 2016, ce qui a encore accru l'intérêt pour la question. Le mystère a été assez vite décrypté par les scientifiques. Ces formations sont tout simplement des montagnes. Elles se situent près des monts Ellsworth, une chaîne de plus de 400 km de long. Donc ce sont juste des pics montagneux qui ont percé la couche de glace. Quant à leur forme particulière, il s'agit juste d'une coïncidence. On trouve des pyramides partout dans la nature. Le mont Cervin dans les Alpes et le mont Búlandstindur en Islande, par exemple, sont assez similaires en termes de forme. Le nom officiel de pareils pics est Nunatak, c'est-à-dire des pics rocheux qui émergent d'un glacier ou d'une couche de glace. L'Antarctique a des caractéristiques encore bien plus stupéfiantes, comme le fait qu'il abrite 60 à 90% de l'eau douce du monde. C'est parce que sa couche de glace est la plus vaste de notre planète, s'étendant sur 14 millions de kilomètres carrés. On t'épargne les calculs, mais cela ne laisse qu'1% du continent dépourvu de glace. La glace de l'Antarctique atteint 4,5 km d'épaisseur à son point le plus profond, soit la moitié de la hauteur du mont Everest. Si elle venait à fondre complètement, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 60 mètres. Mais il n'a pas toujours fait aussi froid ici. À un certain moment de l'histoire de notre planète, l'Antarctique présentait les mêmes températures moyennes que la ville de Melbourne aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de recherches, mais les scientifiques ont découvert que les températures de l'Antarctique pouvaient atteindre jusqu'à 17 degrés Celsius. Bien sûr, c'était il y a 40 à 50 millions d'années. Mais si tu y réfléchis, c'était à la même époque que les dinosaures parcouraient notre Terre. Le temps s'écoule aussi différemment sur ce continent glacé. Toutes les lignes de longitude qui nous aident à calculer les différents fuseaux horaires fusionnent en un seul point, au pôle sud. Ici, le jour dure 6 mois en été, suivi de 6 mois d'obscurité totale pendant la saison froide. Les scientifiques qui travaillent ici se réfèrent donc le plus souvent à leur fuseau horaire d'origine. Les chutes de sang ne sont pas un vulgaire chapitre d'un film d'épouvante, mais simplement une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain, rempli d'un type de bactéries particulier. Ces petits organismes absorbent des sulfates en guise de nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ces eaux est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement lorsqu'elle entre en contact de l'air. Ainsi, la couleur rougeâtre de la cascade lui donne aussi son nom. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs jamais connus dans l'histoire de notre planète. En termes d'habitat, le mégalodon vivait dans pratiquement toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de tant de mégalodons en Antarctique est probablement que la créature gigantesque était adaptée uniquement aux eaux chaudes tropicales et subtropicales. Si tu prévois de visiter l'Antarctique en bateau un jour, sache que tu risques de ne pas y parvenir sur un bateau autre que métallique. La coque de ton navire doit être en acier ou en aluminium pour résister aux conditions climatiques difficiles qui règnent ici. L'Antarctique n'abrite pas beaucoup d'insectes. En fait, il n'y a qu'une seule véritable espèce d'insecte qui ait élu domicile ici. C'est un moucheron sans ailes, du nom de Belgica antarctica. Ce diptère est si petit qu'il n'atteint que 2 à 6 mm de long. De nombreux poissons de l'Antarctique ont aussi une substance antigel dans leur sang. Ils n'en ont pas forcément besoin pour se protéger du froid, mais surtout pour éviter d'entrer en contact avec la glace. Ces antigels sont constitués de grosses molécules de glycoprotéines. Elles entourent les petits cristaux de glace qui pourraient se former en s'assurant qu'ils ne se répandent pas dans les tissus de l'animal, ce qui pourrait causer beaucoup de dégâts. Elles agissent également comme une sorte de petit coussin, bloquant les cristaux de glace pointus afin qu'ils soient moins susceptibles de provoquer une douleur quelconque. Il ne pleut pas non plus beaucoup sur ce continent glacé. Mais l'Antarctique a une particularité météorologique étonnante. Il regorge de poussière de diamants. Cette poussière est en fait constituée de petits cristaux de glace qui se forment dans l'air humide près de la surface. Tu peux voir cela comme un brouillard glacé. Lorsqu'ils circulent dans l'air et sont frappés par la lumière du soleil, ils se mettent à scintiller, et ce qui donne aux visiteurs l'impression d'être entourés de diamants. C'est probablement le dernier endroit où tu voudrais accoucher.
Mais c'est en 1978 que la première personne est née ici de tous les temps. Son nom est Emilio Marcos Palma et depuis lors, 10 autres personnes sont nées ici en Antarctique. Il se trouve un lac sur ce continent glacé qui est tellement saturé de sel qu'il lui est impossible de geler, même si les températures peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius. C'est parce que l'eau pure gèle à 0 degrés Celsius. L'eau qui contient du sel, ou toute autre substance d'ailleurs, gèlera quand même, mais à une température bien plus basse. Cette température inférieure est variable en fonction de la substance elle-même et de la quantité qui s'en trouve dans l'eau. L'Antarctique fut le dernier continent à être découvert officiellement. Il est resté complètement inexploré jusque dans les années 1920. Mais il aura fallu 20 ans de plus pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un continent et pas seulement d'un amas d'îles glacées. Ce n'est pas parce qu'il fait très froid ici que tu ne peux pas y avoir de rendez-vous galant. Une nuit de décembre, un scientifique américain en poste en Antarctique s'est connecté à une application de rencontre, simplement par curiosité. Il était certain qu'aucun autre profil n'apparaîtrait, mais à sa grande surprise, il a trouvé quelqu'un assez rapidement. Une autre chercheuse qui était postée à seulement 45 minutes de là et qui se trouvait en hélicoptère bien sûr. Ils ont fini par se rencontrer et ont ainsi eu le premier encart en Antarctique jamais enregistré. Hormis la glace, ce continent possède quelque chose d'autre en bien plus grande abondance que n'importe quel autre endroit sur Terre. Des météorites. Si l'on se réfère aux recherches effectuées par les scientifiques, les météorites ont les mêmes chances d'atteindre n'importe quel point de notre planète. Cependant, une fois qu'elles ont traversé notre atmosphère, la situation se complique un peu. C'est parce que les différents climats de notre planète, comme ceux que l'on trouve près des jungles, ont beaucoup d'humidité et d'oxygène, capables de corroder la plupart des météorites. Le climat de l'Antarctique est vraiment sec, et donc la possibilité que les météorites s'y corrodent est faible, voire carrément nulle. De plus, il est beaucoup plus facile de repérer ces roches sur la surface blanche et glacée de ce désert que dans n'importe quel autre endroit sur Terre. Si le froid ne te fait pas peur, tu vas sûrement flipper quand tu entendras parler des vents qui règnent ici. C'est parce que l'Antarctique est essentiellement l'endroit le plus venteux de la planète. On a rapporté que la vitesse des vents ici pouvait même atteindre les 320 km/h. La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers.
Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes.
Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Pendant plus de 3000 ans, personne n'a su que cet endroit existait. Et puis, tout d'un coup, des archéologues qui faisaient des fouilles près d'Alexandrie ont découvert quelque chose de vraiment surprenant. Une ville égyptienne oubliée. Ce lieu est enseveli sous des ruines grecques et cache des secrets qui pourraient réécrire l'histoire des pharaons et de leurs armées. L'un des artefacts retrouvés, qui ressemble à une simple cruche à vin, a déjà tout bouleversé. Nous pensions tout connaître de ce qui avait de l'importance sur la carte de l'Égypte ancienne. Pyramides, Thèbes, Luxor, Alexandrie. Mais non, cette carte vient d'être mise à jour. Cette nouvelle ville était un lieu majeur et date d'il y a environ 3400 ans. On vient de la découvrir sur un site appelé Kom El Nugus. Cet endroit est situé à l'ouest d'Alexandrie et se trouve entre la Méditerranée et un lac d'eau salée qui porte le nom de lac Mariout. Cette découverte a fait se foncer quelques sourcils. Les scientifiques pensaient que cet endroit était autrefois vide et qu'il n'avait été habité que par les Grecs vers 332 avant notre ère. Mais il s'avère que des gens vivaient à Kom El Nugus bien avant cela. Alors que les archéologues fouillaient ces ruines grecques, ils ont remarqué quelque chose d'inattendu. Des murs en briques crues. Oui, vous savez, comme pour les pyramides, le genre de choses que les Égyptiens construisaient à l'époque du Nouvel Empire. Ces briques de terre crue sont faites de boue, d'argile, de sable et de paille. Ces ingrédients étaient mélangés avec de l'eau et séchés au soleil, pas cuits. Les Égyptiens les ont utilisés pendant des milliers d'années pour construire des maisons, des temples, des palais. Et oui, les pyramides. Bien sûr, d'autres civilisations ont également utilisé les briques de terre crue, mais celles dont se servaient les Égyptiens ont quelque chose de particulier. Ils utilisaient la paille qui poussait dans leur région, différents styles de disposition et de mortier. C'est ce qui a permis aux experts de comprendre que les Égyptiens étaient présents à Kom El Nugus. Ce seul fait a surpris la communauté scientifique. Mais ensuite, ils ont trouvé d'autres choses. Toute une rue, des structures enterrées, et même un temple construit par Ramsès le Grand lui-même. Son nom parle de lui-même. Ce gars fut l'un des pharaons les plus célèbres de toute l'histoire du royaume. Il a régné sur l'Égypte ancienne pendant 66 ans, a mené de grandes batailles, et il adorait construire toutes sortes de choses, comme ce temple. Les gens l'aimaient tellement que les pharaons suivants ont littéralement prétendu être lui et ont inscrit son nom sur leur bâtiment. C'est alors que les archéologues ont compris qu'ils n'étaient pas en train d'examiner de simples briques dans un village. C'était toute une ville enfouie. Ils se sont immédiatement mis à creuser davantage. Et il s'est avéré que tout ça avait été finement planifié. Le lieu avait été construit avec beaucoup de soin. Les rues avaient des drains pour empêcher la pluie de venir détériorer les murs en briques crues. Il y avait aussi de petites chapelles funéraires avec des inscriptions dédiées aux soldats. Cela suggère que cet endroit était peut-être une base militaire. Et cela change énormément de choses. Dans l'Égypte ancienne, quand l'armée arrivait, c'était pour une raison. Alors, de quoi s'agissait-il? Protection, conquête, contrôle de quelque chose d'important. Dans le cas de cette ville, on pense que c'est le vin, l'eau et le commerce, à la lisière du désert, qui avaient fait marcher l'armée. Le plus fou, c'est que nous ne connaissons pas encore exactement l'ampleur de ce site. L'équipe n'en a découvert qu'une partie jusqu'à présent. Il pourrait y avoir des fortifications, des entrepôts, des bâtiments administratifs et plus de structures religieuses et royales sous toute cette terre. Nous ne savons pas non plus comment cette ville s'appelait dans les temps anciens. Son nom est encore enterré, mais on pourrait le découvrir un jour, peut-être à l'intérieur d'un mur, peut-être sur un parchemin, peut-être sur une autre cruche cassée.
L'un de ces pichets s'est déjà avéré être une merveille fascinante. Un morceau de peau en céramique, appelé amphore, portait un sceau royal pressé dessus, et ce sceau portait le nom de Méritaton. La princesse Méritaton n'était pas n'importe qui. Elle était la fille aînée de la reine Néfertiti et une des sœurs aînées du roi Toutankhamon. Oui, c'est exact, Néfertiti et Toutankhamon ont bien leur place dans cette histoire. Tout cela s'est déroulé environ un siècle avant que Ramsès le Grand ne construise l'un de ses temples ici. Il semble que la ville ait été fondée à l'époque d'un autre pharaon, le pharaon Akhenaton, époux de la reine Néfertiti, père de la princesse Méritaton et du futur roi Toutankhamon. Ce gars, Akhenaton, était un peu imprévisible. C'était le genre de personne qui devient vraiment bizarre quand il s'agit de ses lubies. Il essaya de changer complètement la religion de l'Égypte, forçant tout le monde à adorer le disque solaire, Aton, au lieu des divinités habituelles. En gros, il dit à tout le royaume que leur mythologie était fausse, et qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus d'Osiris, plus de Thoth ni de Seth, seulement la lumière brute du soleil. Et oui, cette époque porte le nom de période amarnienne. Et il s'est donné à fond. Il a changé son nom, construit une toute nouvelle capitale, Amarna, au milieu du désert, redessiné des temples, réécrit des hymnes, et même interdit les images religieuses traditionnelles. Même l'art est devenu fou à l'époque. Les gens ont commencé à avoir des têtes allongées, des bourrelets ventraux, et toute cette humanité et vulnérabilité fut gravée dans la pierre. C'était délibérément bizarre. Il voulait montrer que les membres de sa famille n'étaient pas des dieux parfaits, mais des vaisseaux humains de lumière divine. Tout le monde devait sourire maladroitement et faire semblant, parce qu'il était le pharaon, après tout. Le plus farfelu, c'est qu'après son règne, son fils Toutankhamon a inversé tout ce qui était lié au disque solaire. Il a littéralement changé son nom de Toutankhaton, ce qui signifie « image vivante de l'Aton ». Le disque solaire, en Toutankhamon, ce qui signifie « image vivante d'Amon », l'une des grandes divinités anciennes. Le roi Toutankhamon a donc ramené les anciennes divinités, rouvert les temples et effacé autant que possible l'héritage d'Akhenaton. On dirait que sa famille n'aimait pas vraiment le culte du soleil, après tout. Pendant ce temps, cette cruche de vin découverte montre que la ville était probablement active, prospère et pleine de vie, à l'époque d'Akhenaton. Et c'est énorme. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve que ses idées et projets révolutionnaires s'étendaient jusqu'au nord. La cruche montre également que les vignobles et la production de vin existaient au nord du royaume. Le vin était vraiment une affaire de grande importance, justifiant l'établissement d'une base militaire. La princesse Méritaton a très probablement utilisé cette cruche. Tout comme son frère, elle est née sous le signe du soleil et fut nommée d'après celui-ci. Son nom, également orthographié Méritaton, signifie « bien-aimé de l'Aton ». En tant que fille aînée du pharaon et de sa reine, née en plein milieu de changements religieux radicaux, elle a été élevée pour accomplir les devoirs d'une future reine. Dès ses premières années, elle marchait dans les temples aux côtés de sa mère Néfertiti, secouant le sistre lors de rituels solennels. Elle était présente lorsqu'Akhenaton a établi sa capitale, Amarna. Il aimait clairement sa famille. Le visage de Méritaton fut gravé sur ses murs de pierre plus que celui de quiconque. Dans chaque temple, dans chaque scène sacrée, son visage apparaît et vénéré. Les événements deviennent flous dans l'histoire après le décès de son père. Le trône vacillait. Le roi Toutankhamon était très jeune, âgé de seulement 9 ans, lorsqu'il a dû assumer ses nouvelles responsabilités. Méritaton semble avoir été un bref intermède entre son père et son jeune frère. Elle a épousé un homme du nom de Smenkhkare. Les historiens ne sont même pas certains de l'identité de cet homme mystérieux. Il a même pu s'agir d'une invention, le roi fantôme d'une dynastie en ruine, ou alors, c'était son frère. Quelle que soit la vérité, ces deux-là ont pris le pouvoir et ont régné ensemble pendant un certain temps. Méritaton a obtenu le titre de grande épouse royale, un titre d'un pouvoir immense. Mais Smenkhkare a été un souverain de très courte durée. Il est décédé après environ 1 an seulement. Certains historiens émettent l'hypothèse que Méritaton était la véritable dirigeante, la pharaone informelle, car son frère était encore trop jeune. Certaines théories suggèrent même qu'elle a élevé Toutankhamon, et qu'elle est devenue une sorte de reine régente, éduquant l'enfant qui restaurerait plus tard l'ordre ancien. Mais rien de tout cela n'est confirmé. Il est très difficile pour les historiens de trouver des informations sur cette époque, car la période amarnienne a été plus tard condamnée. Les successeurs ont voulu effacer l'hérésie d'Akhenaton et tout ce qui était lié à lui, y compris Méritaton.
Ainsi, même si elle a régné, même si elle a éduqué Toutankhamon, ils ont tout fait pour l'enterrer dans les sables de l'histoire. Quoi qu'il en soit, peut-être que cette nouvelle ville nous en dira plus sur les mystères de la période amarnienne, l'une des périodes les plus chaotiques de l'Égypte ancienne. Certaines montagnes présentent une telle perfection qu'on croirait qu'un architecte divin les a minutieusement façonnées. Et, en vérité, ce n'est pas une idée aussi absurde qu'il n'y paraît. Mais alors, quelqu'un aurait-il réellement construit les montagnes? Caché dans les profondeurs de l'Amazonie, un sommet conique singulier pousse à se poser cette même question. Et à l'autre bout du globe, un paysage évoque un sac de friandises chocolatées répandu sur un tapis verdoyant. Cela semble irréel, mais c'est pourtant vrai. Imaginez le croisement improbable entre un Hershey's Kiss et le film La Route d'Eldorado. C'est à peu près ce qui vous attend, car nous allons explorer deux des formations naturelles les plus énigmatiques et étonnamment harmonieuses de la planète. Le Cerro El Cono, au Pérou, et les Chocolate Hills, aux Philippines. L'une pourrait bien être une antique pyramide oubliée, et l'autre se change en chocolat une fois par an. Enfin, en quelque sorte. Commençons par El Cono. Cette montagne insolite et solitaire s'élève à plus de 400 mètres au-dessus de la canopée, au cœur même de l'Amazonie, près de la frontière entre le Pérou et le Brésil. Bien sûr, l'Amazonie n'est pas étrangère au relief spectaculaire. On y trouve, plus au nord, les montagnes Imeri, ou encore les Andes, certes extérieures au bassin amazonien à proprement parler, mais longeant l'épine dorsale du Pérou. Pourtant, El Cono se distingue radicalement. Pour commencer, il est totalement isolé. Si vous survolez la région en hélicoptère, vous ne verrez qu'une mer infinie, d'un vert éclatant, composé de forêts tropicales à perte de vue. Et soudain, boum, surgit de nulle part une montagne conique presque parfaite, semblable à un immense dorito vert pointé vers le ciel. Elle ne s'inscrit dans aucune chaîne montagneuse connue, ne possède aucun équivalent, et sa symétrie est si saisissante qu'elle semble presque artificielle, le tout recouvert de forêts. Évidemment, cela a donné lieu à toutes sortes d'hypothèses. Certains croient à un volcan endormi, d'autres à une anomalie de l'érosion. Et puis, il y a ceux qui évoquent des idées bien plus excitantes. Et s'il s'agissait d'une pyramide oubliée? Avant de lever les yeux au ciel, sachez que cette théorie est moins absurde qu'il n'y paraît. Elle est même défendue sérieusement par certains. N'oublions pas que les civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud ont elles aussi érigé des pyramides. Comment? Eh oui. Contrairement à ce que certains s'imaginent, les Égyptiens n'ont pas l'exclusivité de ce concept architectural. Les Mochi, les Chachapoya et les Incas ont tous bâti des édifices monumentaux. On trouve d'ailleurs des pyramides aux quatre coins du monde. En Éthiopie, en Thaïlande, en Grèce, au Mexique et même en Italie. Mais alors, pourquoi les pyramides surgissent-elles aussi souvent dans l'histoire humaine? C'est simple. Leur forme est d'une remarquable stabilité. Leur large base soutient efficacement le poids de la structure, et leur sommet pointu symbolisait fréquemment un lien vers le ciel. D'accord, mais quelle est la probabilité que toutes ces cultures aient eu la même idée simultanément? Du calme, ancien alien. C'est certes envisageable, mais la vérité, c'est que les anciens peuples communiquaient bel et bien entre eux, par le commerce, la migration ou encore les échanges culturels. Les pyramides ne sont pas nécessairement le fruit d'une civilisation globale et secrète. Elles sont plutôt nées de l'ingéniosité de peuples curieux, répartis aux quatre coins du globe, tous fascinés par les étoiles et désireux de s'en rapprocher. À vrai dire, de récentes découvertes archéologiques ont mis au jour d'immenses cités antiques englouties par la jungle. Au Guatemala, des chercheurs ont révélé l'existence d'une ville maya oubliée, comportant ses propres pyramides. Et au Mexique, une vaste métropole a été retrouvée, ensevelie sous des collines boisées. Ainsi, l'humanité peut bel et bien effacer de sa mémoire une ville entière. Depuis les airs, si vous observez de nouveau El Cono, vous pourriez bien commencer à y croire vous aussi. Ses flancs pointes sont lisses, sa symétrie est troublante. Vu du ciel, il évoque une gigantesque pyramide à degrés, ou une ziggourate enveloppée de lianes de mystère. Et si quelqu'un vous affirmait qu'il s'agit des vestiges moussus d'une ancienne civilisation, vous seriez tenté d'acquiescer en murmurant « Oh oui, ça se voit ». Évidemment, rien n'a encore été prouvé, mais ce mystère est irrésistible, tel un mythe qui attend d'être dévoilé. Pour les habitants de la région, El Cono ne se limite cependant pas à une énigme géologique, c'est un lieu sacré. Dans la cosmologie andine, des montagnes comme El Cono sont appelées Apus, des entités spirituelles, gardiennes de la terre. Ce ne sont pas de simples rochers,
mais des êtres vivants, des protecteurs, des divinités. Imaginez la déesse Tefiti de Vaiana, mais sa version sud-américaine encore plus énigmatique. Les peuples autochtones lui rendant toujours hommage, non comme à un site touristique, mais comme à un ancêtre vénérable. Tandis que les débats font rage pour savoir si El Kono est une montagne ou une pyramide, la nature, elle, poursuit tranquillement son œuvre. La zone entourant la montagne fait désormais partie du parc national de la Sierra del Divisor, créé en 2015 afin de préserver l'un des écosystèmes les plus exceptionnels d'Amazonie. On y trouve des plantes rares, une myriade d'espèces d'oiseaux, divers singes, ainsi que des animaux menacés comme le jaguar, le tatou géant ou encore le tapir. Cet adorable hybride entre le porc et l'éléphant. Et oui, il y a aussi des grottes, des sources, et même des ruines encore non explorées, dissimulées dans la forêt qui entoure El Kono. Mais alors, qu'est-ce qu'El Kono, au fond? Certains géologues avancent qu'il s'agit probablement d'un cône volcanique, compte tenu de sa morphologie. C'est d'ailleurs ce qu'affirme officiellement l'UNESCO. D'autres y voient un rare exemple de géomorphologie d'érosion, une manière savante de dire que le vent, l'eau et le temps ont œuvré ensemble pour façonner cette montagne presque parfaite. Une sorte d'origami géologique, sculpté par des millénaires de forces naturelles. Mais, en réalité, nul ne le sait. Rien de certain. Pas encore. Tant qu'aucune expédition respectueuse et rigoureusement scientifique n'aura été menée, avec des drones, un radar à pénétration de sol et l'accord des communautés locales, El Kono conservera ses secrets. Et c'est peut-être là le plus beau, car parfois, ce sont les mystères qui confèrent au monde sa part de magie. Embarquons à présent dans un avion métaphorique pour les Philippines, où le mystère se poursuit, avec une touche plus sucrée. Répartie sur plus de 52 km², entre 1200 et 1700 collines, voire davantage, se dressent, toutes d'une forme étonnamment régulière et semblable à une boîte de chocolat. Vraiment, durant la saison sèche, l'herbe jaunit, et l'on dirait soudain qu'un sachet entier de Hershey's Kisses a été déversé sur le paysage. Appétissant, n'est-ce pas? Voici les Chocolate Hills, parmi les merveilles naturelles les plus emblématiques des Philippines. À distance, leur symétrie est si parfaite qu'on croirait à l'œuvre d'un paysagiste extraterrestre, armé d'un mètre ruban et d'un certain sens de l'humour. Mais d'où viennent-elles? Selon les chercheurs, ces collines constituent une rare formation karstique, terme désignant les paysages créés lorsque des pluies faiblement acides dissolvent des roches tendres comme le calcaire. En l'occurrence, ces collines étaient autrefois des récifs coralliens et des calcaires marins que les mouvements tectoniques ont fait émerger au-dessus du niveau de la mer. Puis, avec le temps, le vent, la pluie et les rivières souterraines ont érodé la roche, ne laissant que ces monticules réguliers. C'est un chef-d'œuvre géologique sculpté sur des millions d'années. Mais la science n'est pas la seule explication disponible. Les légendes locales sont bien plus savoureuses. L'une raconte que deux géants se livrèrent un combat à coups de pierre, lançant d'énormes rochers jusqu'à l'épuisement, laissant le paysage jonché de monticules, comme dans cette fameuse scène du Hobbit. Une autre évoque un géant éploré dont les larmes se seraient changées en terre, donnant naissance aux collines en hommage à son amour perdu. Oh mon pauvre vieux. Aujourd'hui, les Chocolate Hills sont classés monument géologique national et constituent l'une des principales attractions touristiques des Philippines. Elles sont même en lice pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Car, franchement, où trouver ailleurs un mariage aussi délicieux entre friandises et géologie? Pour les visiter, rien de plus simple. Prenez un vol pour l'aéroport international de Bohol Panglao ou un ferry depuis Cebu, puis dirigez-vous vers les municipalités de Carmen, Batuan ou Sacbayan. Des plateformes d'observation, écoparcs et circuits en quad vous permettent d'explorer les collines de près. Que vous poursuiviez des pyramides perdues dans la jungle ou que vous escaladiez une montagne se muant en chocolat à la saison sèche, notre planète recèle des merveilles qui émerveillent et déconcertent. Et c'est là le véritable trésor. Parfois, les formes les plus étranges et sublimes de la nature ne dissimulent ni aliens ni technologies anciennes, mais révèlent simplement l'imagination foisonnante de la Terre. Une découverte étrange dans le lac Huron nous informe qu'il pourrait possiblement contenir les vestiges d'une civilisation entière. Tiens, attendez. Est-ce que ce ne serait pas l'Atlantide? Pas exactement. Mais s'il y a vraiment eu jadis une civilisation sous-marine à cet endroit, elle devait être assez avancée. Il y a environ 10 000 ans, deux petits fragments d'un outil de pierre se sont détachés et sont tombés par terre sans que personne ne s'en aperçoive. Ils sont restés enterrés là pendant des milliers d'années, jusqu'en 2013.
Puis des scientifiques ont remonté un petit morceau de boue de la taille d'une brique de lait depuis le fond du lac Huron, à 30 mètres sous la surface. Dans la boue, ils ont trouvé ces deux éclats faits d'obsidienne. Un verre volcanique noir et brillant qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Après des tests précis, ils ont réalisé que ces éclats provenaient du centre de l'Oregon, ce qui représente une assez longue distance, environ 4000 km. Ce site préhistorique des Grands Lacs a été découvert sur la crête Alpena Amberley, une formation sous-marine qui reliait autrefois ce qui est aujourd'hui le Michigan et l'Ontario. À l'époque, c'était des terres sèches. Les premiers humains y construisirent des pièges pour animaux, le caribou par exemple. L'ère glaciaire s'éteignait et bientôt, les Grands Lacs commencèrent à se former. L'obsidienne était le matériau high-tech des temps anciens. Elle est extrêmement tranchante et parfaite pour fabriquer des outils. Si vous étudiez attentivement ces éclats, vous ne pourrez pas douter que les outils dont ils proviennent furent de fabriquer de main d'homme. La façon dont ils ont été taillés évoque un travail des plus minutieux. Ces anciennes populations ne fabriquaient donc pas seulement des outils élémentaires, ils avaient également accès à de l'obsidienne venue de contrées extrêmement lointaines. On pense en conséquence qu'il existait déjà à l'époque un immense réseau commercial. Depuis plus d'un siècle, des gens émettent l'hypothèse que des sociétés anciennes pourraient avoir existé sous les Grands Lacs, mais personne n'en a jamais eu la preuve. C'est pourquoi les travaux sur ce site archéologique submergé sont si importants. Une équipe de chercheurs tente depuis plus de 10 ans d'en apprendre davantage sur ces ruines vieilles de 10 000 ans et sur la civilisation qui les aurait laissées derrière elles. L'eau glacée du lac Huron a agi comme une capsule temporelle qui a permis de préserver des choses pendant des milliers d'années. Jusqu'à présent, les chercheurs ont trouvé non seulement des outils en pierre, mais aussi des arbres millénaires avec leurs racines encore intactes et des tourbières sous-marines où ont été préservées des graines et des feuilles. Un peu comme le Pompéi de l'âge de glace, une scène figée dans le temps. Ces découvertes aident également les scientifiques à concevoir de nouvelles méthodes d'archéologie sous-marine. Ils utilisent des sonars, des robots sous-marins et des plongeurs. Il est assez incroyable que les outils qu'ils ont découverts sur la crête Alpena Amberley soient beaucoup plus petits que d'autres outils de la même époque trouvés à proximité. Cela pourrait indiquer qu'un groupe différent de personnes vivait ici et qu'ils avaient leur propre mode de vie. Même les tourbières qu'ils ont trouvées, qui datent d'environ 9500 ans, recèlent des secrets. Elles sont pleines d'aiguilles de pin, de graines et de feuilles qui pourraient nous informer sur l'environnement de l'époque. D'ordinaire, ce genre de choses se décompose rapidement, mais l'eau froide et douce les a préservées. L'équipe du Michigan collabore avec des scientifiques basés à Cambridge, en Angleterre, pour extraire l'ADN de ces restes. Si cela fonctionne, nous pourrions enfin savoir quel type d'animaux vivaient là, et peut-être même plus. Ils ont encore des années de travail sur ce site préhistorique des Grands Lacs. Un autre célèbre site archéologique submergé est la cité perdue de Pavlopétrie. Les archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville engloutie du monde, tout au moins selon nos connaissances actuelles. Pavlopétrie a environ 5000 ans. Cela signifie qu'elle existait bien avant les légendaires héros grecs des récits d'Homère. Les scientifiques l'ont aperçue pour la première fois en 1904, puis l'ont oubliée jusqu'en 1967, lorsque Nicholas Fleming l'a redécouverte. Il l'a décrite comme une ville de l'âge du bronze, désormais engloutie sous 3 à 4 mètres d'eau. Un an plus tard, il est revenu avec une équipe de scientifiques pour en étudier les ruines. En l'espace de 6 semaines, en utilisant uniquement des rubans métriques et une grille élémentaire, ils ont réussi à cartographier la ville. Ils ont constaté qu'elle s'étendait sur environ 300 par 150 mètres et comportait au moins 15 bâtiments, des cours, 5 rues, 2 tombeaux et environ 37 petites tombes en pierre. Ils ont également trouvé des indices indiquant que les ruines se poursuivaient sur l'île voisine de Pavlopétrie elle-même. Ils ont déterré des poteries incroyables, des lames en obsidienne et en chaille, et même une minuscule figurine en bronze qui pourrait dater de l'an 2800 avant l'ère commune. Cependant, la plupart des bâtiments proviennent de la période comprise entre 1650 et 1180 avant l'ère commune. Ensuite, les scientifiques ont de nouveau abandonné le site jusqu'en 2009, lorsqu'une équipe de chercheurs a lancé un nouveau projet quinquennal, dont la mission était d'explorer en profondeur l'histoire de Pavlopétrie. Cette fois, ils disposaient d'outils de cartographie numérique et de meilleurs équipements de plongée, ce qui leur a permis d'explorer et même de faire des fouilles sous-marines. Ils ont découvert 9000 mètres carrés supplémentaires de bâtiments, y compris une grande salle et des rues cachées.
De plus, ils ont déterré d'autres poteries qui leur ont indiqué que des gens avaient vécu là entre 3000 et 1100 avant l'ère commune, et que la ville comptait une population de 500 à 2000 personnes. Personne ne sait avec certitude comment cette cité a fini sous l'eau, mais beaucoup de scientifiques pensent que ce fut à cause d'un tremblement de terre, peut-être vers l'an 1000 avant l'ère commune, ou même aussi tardivement que l'an 375 de notre ère, parce que c'est la plus ancienne ville sous-marine jamais découverte. Certaines personnes croient même que Pavlopétrie pourrait avoir inspiré la légende de l'Atlantide. Un autre prétendant au titre d'Atlantide se trouve près du Japon. En 1986, un plongeur local explorait les eaux près des îles Ryukyu lorsqu'il découvrit une structure géante faite de marches parfaitement formées et aux bords tranchants. Elle se trouvait à 25 mètres sous l'eau. Aujourd'hui, le monument Yonaguni reste l'un des sites sous-marins les plus mystérieux de la planète. La structure mesure presque la moitié d'un terrain de football, environ 50 mètres de long et 20 mètres de large. Elle ressemble à une immense pyramide de pierre, avec des plateformes superposées et des marches empilées les unes sur les autres. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, ni qui l'a construite. Certains experts pensent que le monument pourrait avoir plus de 10 000 ans, ce qui le rendrait plus ancien que les pyramides égyptiennes. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir des derniers vestiges d'une civilisation perdue portant le nom de Mu, une société mythique du Pacifique similaire à l'Atlantide. D'autres pensent que c'est un peuple ancien, qui vivait au Japon, dès l'an 12 000 avant notre ère, le peuple Jomon, qui l'aurait construite. Mais de nombreux scientifiques et géologues sont sceptiques quant à cette possible civilisation sous-marine. Même si Yonaguni possède des passages étroits, des ouvertures en arc et des angles droits, qui ressemblent presque à des pâtés de maison. Ils disent que le site ressemble davantage à une formation rocheuse naturelle, comme la chaussée des géants en Irlande du Nord, par exemple. L'ensemble du monument est encore relié à un bloc de substratum rocheux, ce qui signifie qu'il n'a pas été construit pièce à pièce. Et la façon dont les couches de roches sont empilées est probablement liée au tremblement de terre et au mouvement tectonique. Il est situé dans la très active ceinture de feu du Pacifique. Un géologue marin y retournait sans cesse, et à chaque fois, il découvrait quelque chose de nouveau. Il affirme avoir repéré des traces d'outils dans la roche, des symboles gravés sur des faces de pierre, et même des formations rocheuses en forme d'animaux. Il pense que ces sculptures indiquent l'existence d'une culture provenant du continent asiatique. Il a déclaré avoir identifié 10 structures différentes au large de Yonaguni, y compris un château en ruine, un arc de triomphe, 5 temples, et même un énorme stade. Ces bâtiments semblent être reliés par des routes et des canaux, et certaines parties sont même entourées de ce qui ressemble à d'immenses murs de pierre. L'explorateur pense que la ville a au moins 5000 ans. Il se base pour cela sur des stalactites trouvées dans des grottes sous-marines voisines, qui n'ont pu se former qu'après l'inondation des grottes. Ses partisans affirment n'avoir jamais vu un tremblement de terre créer des formes comme celle-ci sous l'eau ou à sa surface. Mais les sceptiques mettent tout cela sur le compte de l'érosion, et insistent sur le fait que ce sont les courants sous-marins et les créatures marines qui ont creusé des trous dans la roche. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, le site est ouvert aux visiteurs, et c'est assurément une... Nous sommes en 1923. 2 adolescents se faufilent hors de chez eux au milieu de la nuit à Florida City. Selon la rumeur, un homme construisait tout seul un château de pierre. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de voir ce que l'homme faisait, il s'arrêtait de travailler. Les adolescents, curieux, ont réussi à pénétrer dans le jardin d'Ed et ont vu quelque chose qu'ils ont plus tard décrit comme véritablement magique. Ils ont vu des pierres flotter comme des ballons à l'hélium. L'homme était capable de déplacer jusqu'à 30 tonnes sans l'aide de personne pour bâtir son château. Nul n'était autorisé à le voir travailler, mais il parlait fièrement de son projet dans toute la ville. Et quand les gens lui demandaient comment il faisait pour construire un château de pierre de ses propres mains, il répondait simplement « J'ai percé le secret des pyramides ». Cette histoire commence en Lettonie, le pays d'origine d'Edward Lidskalnin. Edward est né dans un petit village le 12 janvier 1887. Il a grandi dans une famille de maçons, ce qui explique sans doute sa connaissance des techniques de construction anciennes. Cependant, c'était un enfant maladif et il était incapable de porter de lourdes charges ou de pratiquer une activité physique intense. Un revers de fortune a décidé du destin d'Edward lorsqu'il avait 26 ans. L'amour de sa vie a rompu leur fiançailles et Ed, le cœur brisé, a décidé de déménager aux États-Unis. Il a vécu dans divers États américains avant de finalement s'installer en Floride où son aventure a commencé.
Ed a passé des années à chercher une terre où construire la maison de ses rêves. Les bonnes terres agricoles ne l'intéressaient pas. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi, il ne répondait que par un sourire. Finalement, il s'est décidé pour un terrain et l'a acheté contre les recommandations de ses plus proches amis. Le sol était rocheux et par conséquent incultivable, mais il était parfait pour ce qu'il cherchait à faire. Les amis d'Ed le décrivaient souvent comme quelqu'un d'excentrique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il voulait construire une maison, il se contentait de répondre « C'est pour l'amour de mes 16 ans. Un jour, elle reviendra. » Puis il changeait de sujet de conversation. Il a fallu environ 30 ans à Ed pour terminer le château de corail et il a tout fait tout seul. Il ne travaillait que la nuit et ne laissait jamais personne voir ce qu'il faisait. Le château de corail est un ouvrage rempli de mystères. Si tu voulais visiter le site à l'époque, tu devais passer par une porte tournante de 9 tonnes et de 2 mètres de haut que même un enfant pouvait pousser avec qu'un seul doigt. Ed était si fier de sa porte qu'il a initialement nommé son site le parc à la porte de pierre. Il n'a été rebaptisé château de corail que bien plus tard, après le décès d'Edward. Une fois à l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer les incroyables merveilles de construction d'Edward Lidskalnin. Des tours, des symboles mystiques, des meubles et des balançoires, tout entièrement fait de blocs de pierre monolithiques. Les pierres sont posées les unes sur les autres et ne tiennent ensemble que par leur propre poids. Et crois-le ou non, le parc compte environ 1100 tonnes de pierre. Aujourd'hui, si tu visites la maison d'Ed, tu pourras même voir les instruments élémentaires qu'il utilisait pour travailler. Burin, marteau, cordes et poulies. Mais ces réalisations semblent difficilement imaginables avec des équipements modernes. Sans eux, elles semblent impossibles. L'énigme du château de corail réside dans sa construction même et les techniques utilisées. Sur la seule photo d'Ed Lidskalnin au travail, nous voyons une structure à levier simple composée d'un palan à chaîne attaché à un trépied de bois. Le trépied était fait de vieux poteaux téléphoniques surmontés d'un caisson en bois. Ce qu'il y avait dans le caisson demeure bien sûr un mystère. Malheureusement, il a emporté ses secrets avec lui, n'ayant jamais dévoilé la vérité de son travail à quiconque. Mais nous en saurons peut-être davantage un jour, car plusieurs personnes ont émis des théories et continuent encore aujourd'hui de spéculer sur les techniques employées. Selon l'une de ces théories, il existerait un réseau harmonique dans la couche superficielle de la Terre et donc des zones d'antigravité en certains points du globe. On pense que le château de corail aurait été construit sur une de ces zones. Cela pourrait expliquer pourquoi Ed a mis si longtemps à trouver le terrain qui lui convenait. Peut-être cherchait-il un site qui lui permettrait d'exploiter ses forces antigravitationnelles. Mais chaque fois qu'Ed parlait de son travail, il disait simplement qu'il avait tout compris des lois relatives au poids et aux effets de levier et qu'il avait percé le secret des pyramides. Mais de quel secret s'agissait-il, te demandes-tu peut-être ? D'après Ed lui-même, tout reposait dans le magnétisme. Il a même publié un texte intitulé « Le courant magnétique ». Il y explique que toute chose contient des particules magnétiques, il ne reste qu'à découvrir où elles se trouvent exactement à l'intérieur de tel ou tel objet. Et ainsi, les objets peuvent être soulevés et déplacés sans presque aucun effort. Un peu comme on déplace quelque chose de lourd sous l'eau. Les scientifiques disent que si nous supposons qu'Ed Lidskalnin et les bâtisseurs de pyramides ont utilisé la même technique, il n'aurait fallu qu'environ 4700 ouvriers pour construire la grande pyramide de Gizeh, au lieu des 20 à 100 000 estimés habituellement. Mais cette histoire recèle encore de nombreux mystères. À la fin des années 1920, Ed terminait la construction de son château de corail à Florida City. Des rumeurs sur son travail s'étaient répandues dans toute la ville. Les gens disaient qu'Ed cachait de l'argent quelque part dans sa maison. Une nuit, un groupe d'hommes a attendu qu'Ed se trouve seul pour s'introduire dans le château et le cambrioler. Ils n'ont pas trouvé d'argent et n'ont heureusement pas fait de mal à Ed. Mais les jours suivants, celui-ci a décidé qu'il valait mieux qu'il quitte ces terres. Bien sûr, il n'a pas emporté que sa brosse à dents avec lui. Il a décidé de déplacer l'ensemble du château de corail sur un autre site, à 10 km de l'endroit où il avait bâti son parc. La légende raconte qu'Ed aurait engagé un chauffeur de camion en exigeant qu'il garde le secret sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il lui a demandé de regarder ailleurs pendant qu'il chargeait le camion tout seul, déplaçant toutes les pierres sans aucune aide.
Une fois le camion rempli, Ed est allé installer son château à Homestead, en Floride, où le parc se trouve encore aujourd'hui. En 1986, on a envoyé une équipe d'ingénieurs de l'Université de Floride pour tenter de réparer la porte d'entrée du parc, ce portail tournant de 9 tonnes dont Ed était si fier. Ils s'y sont rendus munis des équipements les plus modernes, parmi lesquels une grue de 20 tonnes. Lorsque les ingénieurs ont démonté la porte, ils ont remarqué qu'Ed avait placé une étrange pierre circulaire au-dessous. Les ingénieurs ne comprenaient pas comment cette pierre de la taille d'un frisbee pouvait soutenir un poids de 9 tonnes sans être immédiatement réduite en miettes. Ils ont envoyé la pierre au département de géologie de l'Université de Floride, mais les géologues l'ont simplement renvoyée en affirmant qu'ils ne savaient pas d'où elle pouvait provenir. Rien dans leur base de données ne pouvait les renseigner sur son origine. Les ingénieurs ont remis la porte de 9 tonnes en place en essayant d'utiliser d'autres techniques. Au début, cela ne fonctionnait pas sans la base qu'Ed avait utilisée. Ils ont donc dû couper directement dans la pierre pour que la porte puisse à nouveau tourner, prouvant du même coup qu'aucune technologie moderne ne pouvait reproduire ce qu'Ed avait fait tout seul. Avance rapide jusqu'en 2011. Un homme a prétendu avoir percé le mystère des bâtisseurs de pyramides et d'Ed Litzkalnin lui-même. Wally Wallington, un ouvrier du bâtiment à la retraite du comté de Lapeer dans le Michigan, a réussi à construire quelque chose en utilisant des techniques similaires à celles utilisées par Ed. Wallington est célèbre pour avoir bâti son propre Stonehenge dans le Michigan. On dit qu'il a utilisé des machines simples, des leviers et des contrepoids pour déplacer des blocs de béton de plusieurs milliers de kilos. Contrairement à Ed, Wallington a partagé ses techniques avec le public. De multiples vidéos présentent les techniques d'ingénierie qu'il a mises au point en n'employant que des matériaux très simples. C'est vraiment impressionnant. Il a déplacé sa grange entière sur un autre site en n'utilisant que des outils élémentaires. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes techniques que celles utilisées pour la construction du château de corail. À ce jour, les secrets du célèbre château n'ont toujours pas été élucidés. Mais qui sait,